Bonjour, je m'appelle Olivier Soumamis. Je suis spécialiste du management interculturel. Cela fait 28 ans que j'aide les grands groupes mondiaux à s'adapter à la culture du pays dans lequel ils veulent rentrer, ils veulent pénétrer, comprendre le consommateur, les règles spécifiques de chaque marché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises les plus globales, ce sont celles qui ont su s'adapter au niveau local. Personnellement, donc, j'aide les entreprises à s'adapter au marché local sur lequel elles veulent aller. Donc, je vais répondre aux 7 questions qu'on me pose par rapport au secteur du luxe. Et je vais lire les questions et je vais répondre à chaque question. Première question, comment voyez-vous la tendance du marché du luxe en 2022-2023 et quels sont les éléments sur lesquels il faut se concentrer? Alors, bon, déjà, le premier point, c'est le secteur du luxe. Crise ou pas crise, le secteur du luxe, il va toujours bien. Là, on sort à peine de 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi de pandémie, du Covid. Et en fin de compte, l'industrie du luxe se porte à merveille. Ils ont remplacé dans le CAC 40 les industries. Là, maintenant, le CAC 40 est composé d'abord des grands groupes français du luxe, donc le luxe se porte bien. Alors maintenant, on est en train de vivre cette guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine, et par exemple, la Russie est un des marchés très importants pour le secteur du luxe, donc forcément ça va impacter, parce que là maintenant ça va être, les entreprises vont être interdites de faire du commerce avec la Russie. Donc, et la Russie, avec tous les oligarques, il y a des gens de beaucoup d'argent dans ce pays. Donc là, ça va devenir un problème. En tout cas, c'est clair que les ventes vont baisser parce il va plus y avoir accès à ce marché par les sanctions décrétées par l'Union européenne, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, j'insiste sur ce petit point, mais tout ce qui était géopolitique avant, ça ne s'enseignait pas dans les écoles de commerce. Et là, je pense que les écoles commencent déjà à mettre cette discipline de la géopolitique dans leur contenu pédagogique. Celles qui ne l'ont pas encore fait, elles vont devoir, parce que là, maintenant, le monde est de plus en plus complexe et donc tout est vraiment imbriqué. Avant, la géopolitique, c'était pour les étudiants qui voulaient qu'étudier les relations internationales, la diplomatie, la politique. Mais là maintenant, même dans les affaires internationales, elles sont impactées par la géopolitique. Mais bon, là, il va falloir se concentrer un peu sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et là où il y a des marges de développement très conséquentes, ce sont dans les pays émergents. Donc il y avait la Russie, ça ne sera plus la Russie. Bon, il y a encore la Chine, mais le gros problème, c'est qu'on est dans des pays où il y a un potentiel énorme de développement, mais en même temps, ce sont des pays instables, où souvent il y a des gouvernements populistes, alors ou de gauche ou de droite, et donc ça rend les choses très instables. Et donc là, il faut savoir gérer l'incertitude. Maintenant, ce sont des pays où il y a des consommateurs qui ont l'argent, donc c'est compliqué. Là où les entreprises vont faire de plus en plus de ventes, ce sont ces pays émergents, et ces pays émergents sont instables, donc il va falloir se concentrer là-dessus, bien lire, savoir bien lire ce qui se passe dans ces pays, parce que bon, la Chine, par exemple, pour toutes les marques de grand luxe, enfin de luxe, c'est un marché énorme, mais là aussi, on est dans un pays où il y a un gouvernement qui n'est pas vraiment très démocratique, où tout peut se retourner très vite. On est dans un monde qui est très accéléré, dans un monde très complexe, où tout est imbriqué. Un domino tombe et c'est toute la chaîne qui tombe. Donc il va falloir être très vigilant sur ce qui se passe, etc. Si la Chine va soutenir la Russie ou pas, enfin, etc. etc. Non, faire attention à ça. Deuxième question, comment utiliser les moyens numériques et les médias sociaux pour renforcer l'influence des marques de luxe? Alors moi, personnellement, je dirais que plus que pour renforcer, c'est pas pour renforcer, c'est-à-dire que la communication sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, ça doit devenir prioritaire et stratégique. C'est-à-dire que c'est là que ça se passe. C'est plus dans la presse classique, ou c'est de moins en moins dans la presse classique. Donc les réseaux sociaux, vraiment, ils deviennent vraiment stratégiques.
Donc là, il va falloir, par exemple, la pandémie a obligé, on n'avait plus le droit de sortir, on était tous confinés chez nous. Par contre, les entreprises, elles ont continué à travailler, il a fallu qu'elles s'adaptent. Et dans l'industrie du luxe, par exemple, au niveau des défilés de mode, bah, les défilés de mode, ils se sont faits d'une façon virtuelle, en ligne. Mais en fin de compte, ça a permis de développer le potentiel de visibilité. C'est des marques, tout le monde les connaît, mais d'un seul coup, beaucoup de monde avait accès à ces défilés, alors dans le monde réel, c'était quand même peu de personnes qui avaient accès, d'accord, les gens du milieu. Là, maintenant, ça s'est ouvert. Donc, ce qui permet, en termes de communication, de toujours toucher la clientèle, ceux qui vont pouvoir se payer les vêtements des défilés, mais en même temps, en termes d'image de la marque, parce que beaucoup de personnes ont pu voir ces défilés en ligne, même s'ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer le vêtement qui leur plaît de cette marque, mais en termes donc d'être visible, d'être dans le set mind de la personne, dans le mindset plutôt de la personne, ça, je pense que ça permet d'élargir l'influence de ces marques au niveau des marchés mondiaux. Là, ça permet, ce défilé, il est vu sur tous les continents. Donc ça, c'est, je pense, très important. Troisième question, quelle expérience partagez-vous dans la construction des marques de luxe ou haut de gamme à travers les cultures régionales? Donc là, bon, le luxe, euh, l'avantage de l'industrie du luxe, c'est que on n'achète pas un produit, on achète une marque. On n'achète pas un parfum, on achète un Chanel numéro 5. On n'achète pas une voiture, on achète une Bentley. Donc, on achète une marque. Et donc là, si on parle de différences culturelles, alors c'est vrai qu'avoir un produit, quel qu'il soit, de luxe, ça positionne socialement. Mais il y a des cultures où euh, ce positionnement social est encore plus important que dans d'autres. Donc je pense surtout aux pays émergents, où là c'est vraiment un facteur de différenciation sociale très important, parce que j'ai une montre de telle marque, parce que j'ai un polo de telle marque, et les marques l'ont bien compris, puisque maintenant elles écrivent sur leur polo par exemple, leur marque en grand, et c'est ce qu'achète le consommateur. Il n'achète pas le polo, il achète la marque qui se voit. Tout le monde va voir que j'ai un polo Chanel, Dior, qui a écrit en gros sur la poitrine. Donc, dans les pays émergents, donc là, il faut voir après, bien sûr, pays par pays, parce que chaque pays a ses spécificités culturelles. Mais ce qu'on pourrait peut-être dire qu'il y a en commun, c'est cette volonté de montrer que moi, je peux me payer tel produit. Donc là, je pense qu'il y a, faut bien tenir compte de ça, de cette volonté. Et c'est pour ça que ce sont des pays, par exemple, où il y a beaucoup de copies. Moi, je vis au Mexique et des copies de ce que vous voulez, il y en a plein. Il y a des marchés où on trouve les Rolex, le t-shirt Lacoste, enfin le polo Lacoste, etc., qui viennent de Chine. Et parce que les gens ont un besoin de se positionner socialement, même si c'est faux, mais il y a ce besoin de se positionner socialement. Donc je pense que les marques, alors après pour le consommateur qui lui a les vrais moyens de se payer, mais dans ces pays-là, il est dans cette même dynamique. Il faut montrer. Il y a des pays, les pays latins, c'est plutôt show-off. Donc faut vraiment montrer qu'on a les moyens, qu'on peut, etc. Donc ça, c'est une spécificité de ces pays. Avez-vous des suggestions pour le marketing et la construction de canaux des marques de vin de luxe? Euh, Ce que je pense, c'est que, alors encore une fois, je vais reprendre les pays émergents, parce que donc, je suis spécialiste de l'interculturel, donc je parle de différences culturelles, et les pays émergents sont quand même plus différents que les pays dits développés, en termes de mentalité, j'entends. Euh, et il y a dans ces pays émergents, comme je disais tout à l'heure, c'est les pays où il y a des marges de progression énormes parce que ce sont des pays où il y a le consommateur qui peut payer le prix des produits de luxe.
Mais il n'a pas forcément la culture. Alors surtout si on parle de vin, le vin c'est une culture, il faut connaître, il faut savoir comment l'apprécier, comment le garder d'abord dans sa cave. Il y a des règles, etc. Et dans beaucoup de pays émergents, il y a les gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas forcément la culture pour savoir comment garder le vin, comment le boire. Moi, je vois là où je vis, donc au Mexique, euh, je vais dans des familles où il y a beaucoup d'argent, et alors pour me faire plaisir, parce qu'ils savent que je suis français, ils vont sortir une super bouteille, et c'est vraiment une super bouteille, mais ils vont boire une gorgée de vin, et puis juste à côté, il y a le verre de coca, et ils vont boire le verre de coca. Eux, ils font pas attention à ça, il n'y a pas de problème. Ils savent pas apprécier vraiment. Alors, il y a des gens, bien évidemment, qui ont la culture, etc. Mais souvent, ce sont des gens qui sont, ben, on va dire, des nouveaux riches, qui n'ont pas baigné, comme nous en France. En France, on n'a pas besoin d'être riche pour avoir cette culture du vin, parce que la bouteille de vin, elle est sur la table tout le temps. Donc là, le vin, par exemple, ici au Mexique, ça fait plusieurs années maintenant, mais c'est nouveau quand même. Le Mexicain, il est plus buveur de bière, par exemple. Mais je pense que dans beaucoup de pays émergents, c'est la même chose, au Brésil ou dans certains pays asiatiques, où le vin, c'était pas... Alors maintenant, ça fait bien. Encore une fois, le besoin d'image, de projeter que le vin, ça positionne socialement. Mais je pense que pour les grandes marques de vin, au-delà de la vente, il faudrait, dans leurs boutiques, quand elles ouvrent des boutiques dans les différents pays, peut-être apporter aussi une formation à la culture du vin. Et je pense en plus que les personnes dans les pays émergents sont très... ils ont soif d'apprendre. Donc je pense qu'ils prendraient assez facilement, avec un œnologue, comment déguster le vin, faire des dégustations, mais leur apprendre à avoir cette culture, que le vin, ça se garde dans certaines conditions, dans certaines conditions. Donc, parce que moi, je vois souvent dans les maisons, je vais chez certains amis mexicains, et puis la bouteille, alors c'est une très bonne bouteille, et puis elle est dans le salon, elle est debout, et encore une fois, c'est pour montrer. C'est pour montrer que regarde le vin que je bois, même s'ils n'ont pas la connaissance, mais il faut montrer. C'est comme par exemple, ils ont des très beaux verres, ça peut être des baccarat, etc. Mais l'étiquette, elle reste collée sur le verre pour montrer que voilà, c'est made in France. Donc ça fait bien. Donc alors que bon, pour moi, ça fait un peu plutôt un peu beauf, on va dire, de garder l'étiquette, non? Alors nous, parce que c'est notre culture, etc. Mais ici, et dans la plupart des pays émergents, il faut montrer qu'on a un certain standing, qu'on a un certain niveau. Donc on va laisser l'étiquette sur, sur le, sur le verre, etc. Donc il faut en tout cas pour le vin, vraiment apporter une éducation à cette culture qu'il faut avoir sur le vin. Je pense que c'est en complément de la vente. Et je pense que quand ils apprendront à vraiment apprécier, à savoir garder le vin, à l'apprécier, ils seront encore plus consommateurs. Et ça ne sera pas forcément juste pour montrer que j'ai un certain standing. Ça sera vraiment pour apprécier le produit. Donc, ce que je conseillerais, moi, ça serait vraiment de, de former les gens à la culture du produit. Donc voilà. Comment voyez-vous l'influence de la génération Z sur le marché actuel du luxe et quels conseils avez-vous pour les marques? La génération Z. Euh, alors c'est cette génération, la génération Z, qui aujourd'hui a, on va dire, 20-25 ans. C'est la première génération qui est née 100% connectée. Eux, ils sont nés connectés. La génération précédente, ils se sont adaptés ils ont dû apprendre à s'adapter. Ils l'ont fait très vite, mais aux réseaux sociaux, etc. La génération Z, eux, bon, bah, ils sont nés connectés. Donc déjà, ce que je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est pas pour renforcer. C'est-à-dire, on est en train de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Donc l'ancien monde, c'était la presse écrite, c'était la télé, c'était la radio. Tout ça, c'est fini. En plus, le Covid a accéléré ce mouvement. Donc là, maintenant, on est rentré vraiment les deux pieds dans le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est les réseaux sociaux. Alors, si on veut s'adresser à la génération Z, là, clairement, c'est 100% réseaux sociaux. C'est pas la peine de passer de la pub dans la presse écrite. C'est pas ce qu'ils lisent. Donc, eux, ils sont tout le temps connectés avec leur smartphone
aux réseaux sociaux. Donc là, si on veut les toucher, c'est réseaux sociaux. Et je pense que c'est une génération, alors par rapport au luxe, alors ça ne veut pas dire, ils sont très, ce sont des jeunes qui ils sont très, très, très touchés par tout ce qui est l'environnement, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas consommateurs de produits de luxe, surtout s'ils viennent de bonnes familles, ils ont été habitués depuis leur naissance à vivre dans un certain niveau de vie, un niveau standing avec certains produits. Donc, ils sont comme consommateurs. Mais avec eux, je pense que tout en restant produits de luxe, bien évidemment, il va falloir jouer plus sur le côté cool que sur le côté luxe, à mon avis. Donc, alors ça sera toujours du luxe, ça sera toujours on achète la marque, mais il faut jouer sur le côté cool de la marque plutôt que sur le côté luxe qui différencie. Parce que je pense que c'est des générations où c'est pas des générations frimes. Vous voyez, les grands patrons, je ne sais pas, Zuckerberg de Facebook, bon, moi à chaque fois je le vois à la télé, il est toujours en t-shirt. Alors je ne sais pas si c'est un t-shirt de marque, mais en tout cas, bon, il est vraiment dans un t-shirt de base. Bon, là, il n'a pas de marque. Il a les moyens de se payer tout ce qu'il veut, mais voilà, ils sont beaucoup plus simples, je pense. Ils sont beaucoup moins frimes, n'ont peut-être moins besoin. C'est pour ça que je pense que les marques de luxe doivent jouer sur ce côté cool de la marque plutôt que sur le côté luxe de la marque. Ma génération, moi je suis baby boomer, bon, il fallait jouer sur le côté à fond, sur le côté luxe. Là, je pense que cette génération, c'est plutôt ce côté cool. Eux, ils sont cool. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, ceux qui créent des startups, ils sont très jeunes et ils gagnent beaucoup d'argent très vite. Donc, ils ont les moyens. Mais voilà, le costume 3 pièces Hugo Boss, c'est pas leur truc. Donc, voilà, il faut s'adapter à cette mentalité, cette nouvelle mentalité. La question 6, comment voyez-vous l'impact des tendances ESG sur les produits de luxe, en particulier les marques d'alcool, et avez-vous des suggestions? Alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est bon, le ESG a un master en marketing du luxe, donc je pense que ça, c'est déjà énorme, parce que le luxe, c'est un secteur spécifique, particulier, qui a ses propres codes. Puis là, on est dans le très haut de gamme, donc ça veut dire l'excellence. À la française, ça veut dire que il faut connaître ces codes. C'est-à-dire, il y a l'excellence de la fabrication du produit, mais ça veut dire que tout doit être au même niveau que la fabrication du produit, tout doit être au même niveau que le produit lui-même. Donc, vendre une Ferrari, c'est pas la même chose que de vendre une autre marque, donc voiture pour monsieur tout le monde. Vendre une Rolex ou une Patek Philippe, c'est pas la même chose que de vendre une montre de base. Donc il faut connaître, il faut que le vendeur ait ce niveau d'excellence, si on parle de vendeur, que le marketing soit adapté à ce niveau d'excellence, à ce niveau de qualité du produit, et puis il va falloir s'adapter à l'exigence du client. C'est-à-dire que quand le client il paye un produit 10 000, 100 000, 200 000 euros, forcément il est exigeant. Et donc là, il faut que la personne, tout, l'apparence, enfin tout soit au standing de ce qu'on vend, du secteur d'activité que l'on vend. Donc, il va falloir, il faut des gens qui soient préparés. Donc je pense que le fait que l'ESG ait un master dans ce domaine, c'est très très bien parce que c'est un secteur spécifique et donc il faut que les futurs vendeurs, marketeurs, communicants connaissent les codes de ce secteur d'activité, qui se positionnent au même niveau que le produit qu'ils vendent ou le service qu'ils vendent. Donc insister là-dessus, la formation, là c'est clair que la formation elle est capitale. On ne peut pas improviser. Là, il faut vraiment. Là, on est dans l'excellence, donc on ne peut pas improviser. Donc, il faut des gens qui soient formés à ça. Et puis, comme je vous disais, là maintenant, il y a cette génération Z qui arrive. Donc, on va être un peu moins rigoureux qu'on l'était avant. Il faut que les marques apprennent à être un peu moins rigides. Des fois, on peut avoir l'impression que c'est très rigide. Non, il va falloir être un peu plus flexible parce que le client il est en train de changer. Entre le papa et le fils, il y a un changement radical de mentalité. Et donc, il va falloir que les marques, mais c'est graduel, c'est vraiment fin, il va falloir qu'elles s'adaptent à ces changements de mentalité
des enfants qui arrivent, enfin qui ont 20, 25 ans grosso modo, et cette génération Z, et qui eux sont beaucoup plus cool. Ils peuvent être très sérieux, hein. C'est eux qui créent les startups, toutes les applications que nous avons dans nos smartphones, c'est eux qui les créent, donc c'est des gens très professionnels, très compétents, mais qui ne se prennent pas au sérieux, comme peut-être nous on se prenait un peu plus au sérieux. Donc il va falloir tenir compte un peu de ce changement. Donc pareil, en termes de marketing, jouer sur ce côté un peu plus cool pour séduire ces nouveaux consommateurs qui arrivent. Et puis, avez-vous des sujets d'intérêt dans le domaine du luxe? Quelles sont les attentes des chercheurs en DBA, en Doctorate Business of Administration en Chine par rapport au luxe? Bah là, pareil, vendre du luxe en Chine. Alors, même si c'est un secteur qui a cette spécificité où bah, qui n'a pas trop d'efforts d'adaptation à faire selon les marchés, parce qu'on achète une marque et acheter un Chanel numéro 5, bah, la boutique où on achète le Chanel numéro 5 a les mêmes standards de qualité, d'excellence que la boutique sur les Champs-Élysées ou à New York ou à Milan ou à Mexico ou à Kuala Lumpur. Donc il y a un niveau de standardisation de la boutique, des vendeuses ou des vendeurs, etc. Mais l'approche du marché, la communication, la pub, il faut connaître le consommateur. Donc en Chine, quelle est la culture chinoise? Quelles sont les valeurs véhiculées par la culture chinoise? Pour essayer de, pareil, vraiment dans le détail, utiliser les bons termes qui vont séduire le ou la consommatrice chinoise. Donc il y a une petite adaptation, pas sur le produit. La consommatrice chinoise, elle veut un Chanel numéro 5, elle va acheter son Chanel numéro 5 et c'est le même partout. Maintenant, pour l'attirer, cette consommatrice chinoise, peut-être qu'il y a des spécificités locales sur lesquelles il va falloir réfléchir. Donc, comment on vend du luxe en Chine, ou comment on vend du luxe à Mexico, ou comment on vend du luxe à Rio, au Brésil, il y a peut-être des nuances. Tout va être dans la nuance, parce que le gros avantage qu'a ce produit par rapport à l'industrie agroalimentaire, par exemple, l'industrie agroalimentaire, elle doit s'adapter. Hein. Manger, alors là, on n'est plus dans le luxe, mais manger un hamburger dans différents pays. En Inde, l'hamburger, il est à la sauce curry. Ici au Mexique, ils mettent des chiles jalapenos. Et en France, on peut trouver des hamburgers avec du fromage de chèvre. Donc chaque pays, parce que les saveurs, les goûts sont différents. Maintenant, le gros avantage de l'industrie du luxe, c'est qu'elle peut imposer, et elle impose quoi? La marque. On achète son Chanel numéro 5. Mais malgré tout, il faut quand même savoir un peu où on met les pieds et comment attirer le client. Donc voilà, ça serait mes réponses à ces 7 questions. Merci et à bientôt.